On termine cette première journée du congrès ATHS, une journée déjà bien remplie, par une session qualifiée d'exceptionnelle sur le programme, ce qui met une pression non négligeable sur nos intervenants. Session qui va nous parler d'une nouvelle classe pharmacologique et thérapeutique, finalement, les deux, puisque concernant un récepteur qui est le récepteur CB1, qui est le récepteur du système endocannabinoïde. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais vous allez entendre parler d'agonistes, de transduction, de signalisation. On n'entend pas beaucoup parler de ça dans le domaine de la lithologie, donc ça va nous faire du bien. Ça va nous... Là, on va parler véritablement d'innovation, et pas uniquement galénique, ce qui peut être une innovation, mais d'une innovation pharmacologique, ce qui est quand même assez rare dans nos domaines, que ce soit la lithologie, mais la psychiatrie aussi d'ailleurs plus largement. Donc je vais laisser la parole au professeur Pier Vincenzo Piazza, qui porte ses travaux de recherche depuis plusieurs années et qui va donc nous parler de cette nouvelle piste thérapeutique qui pourrait intéresser les problématiques de troubles de l'usage au cannabis et, semble-t-il, d'autres indications potentielles. Nous avons normalement avec nous en visioconférence Margaret Annie qui, je pense, doit être connectée et donc qui répondra aux questions, je crois, cliniques, plus cliniques, puisqu'elle a mené... Bonjour. Hello, Margaret. Et puis, nous aurons tout le temps ensuite de faire une session de questions, puisqu'on n'est pas vraiment limité par le temps. C'est la dernière session de la journée. Je vous passe la parole. Donc, bonsoir à tous. D'abord, je suis super content d'être ici et très reconnaissant à Jean-Pierre de m'avoir invité, de cette présentation pleine d'espoir. J'espère ne pas vous décevoir. Je salue aussi Meg, I'm a friend, miss you, qui est en duplex avec moi. Et donc, je vais vous raconter tout simplement l'histoire de la découverte et du développement de cette nouvelle classe pharmacologique que nous avons appelée les inhibiteurs CB1 spécifiques de la signalisation, mais qu'aujourd'hui, peut-être, on aurait plutôt appelé, pour être plus dans les trucs classiques, des inhibiteurs allostériques biaisés. Je ne sais pas quel est le plus simple de deux, donc pour l'instant, je vais rester avec ma définition. Et donc, on va démarrer avec les origines pour vous faire raconter un peu comment on a découvert ça. Donc, en fait, on était tout simplement dans mon labo, parce qu'à l'époque où j'étais à l'INSERM, d'étudier les effets du cannabis sur le cerveau et en général les effets des drogues sur les stéroïdes, parce que l'interaction entre stéroïdes et drogues d'abus, c'était pendant de longues années un des chevals forts de mon groupe de recherche, avec lequel on a fait un certain nombre de trucs. Donc, comme vous savez tous, j'espère, quand vous fumez du cannabis, comme vous faites tous les soirs, les principes actifs du cannabis, ça s'appelle le THC, très lipophile, va très vite au cerveau, et il se lie sous ces récepteurs qui s'appellent les récepteurs CB1 du système endocannabinoïde, qui n'est pas là pour répondre au THC, mais nous avons l'exemple avec toutes les drogues, les drogues se lient dans ce récepteur qui est là pour faire autre chose. Et quand les CB1 se lient, quand le THC se lie au CB1, ben, il va avoir les effets intoxicants du cannabis que nous connaissons tous. Ce que nous avons découvert, c'est que quand les concentrations de THC sont très élevées, mais ils doivent être à peu près 10 fois la concentration qu'on observe chez les toxicomanes au cannabis lambda. Okay? Ce qu'il arrive, c'est que le cerveau produit dans des concentrations extrêmement élevées un hormone qui s'appelle la prégnénolone. En fait, on pensait qu'il était le précurseur inactif de tous les stéroïdes. En général, quand un truc en biologie, on dit que ça ne sert à rien, c'est là où il faut chercher parce que ça n'existe pas. Donc là, c'était un des rares survivants
d'un truc qui était dans le cerveau, il y en avait pas mal, et que ça servait absolument à rien. En fait, ça sert parce que sous le CB1, il y a en fait un site de liaison spécifique pour la préneurone, et quand la préneurone est liée sous le CB1, ben, ça bloque les effets intoxicants du cannabis. Alors j'insiste sur le site parce que c'était une grosse partie du travail de recherche en amont, la caractérisation du site, faire un mutant, on a fait un mutant sélectif parce qu'il y a un aminoacide qui permet, si vous le changez, permet complètement d'annuler les effets de la préneurone et invalider le site, que c'est assez rare, mais c'est un outil très précieux. Et donc, voilà un mécanisme. Donc, un site allostérique sélectionné par l'évolution, c'est aussi très rare parce que beaucoup de molécules allostériques, ils se lient en fait sur des sites qui ne sont pas des sites naturels, mais c'est des sites qui pharmacologiquement marchent et modifient l'activité du récepteur. Le truc intéressant quand même, c'est la raison, je pense, pour laquelle cet article a fait Science, parce que des trucs qui bloquent d'autres choses, il y en a quand même des tonnes. Donc, c'est relativement peu original. Ce qui était original, c'est qu'on commençait de plus en plus, à cette époque, de changer la vision dans laquelle on voit la relation neuromédiateur-récepteur-réponse. Et on s'est rendu compte de plus en plus qu'en fait, surtout les récepteurs comme les récepteurs OCB1, c'est des hubs cellulaires qui ont un nombre énorme de réponses et qu'en fait, il faut une coordination entre différents types de réponses. Donc là, j'en ai mis 3, mais il y en a en fait au moins une quinzaine ou une vingtaine connues juste pour les récepteurs CB1. Et donc, quand le THC arrive, il va activer, en plus de façon assez artificielle, la plus grosse partie des réponses du récepteur. En revanche, quand la préneurone est liée au CB1, alors la première chose qui arrive, c'est que les THC ou les autres agonistes peuvent se lier au récepteur de façon absolument normale. Donc ça, c'est très différent par rapport aux autres modulateurs allostériques qui agissent en changeant l'affinité du médiateur pour le récepteur. Là, ça ne change absolument rien. Et donc, du coup, la plupart des réponses cellulaires marchent normalement, et il y a juste la réponse phospho-ERK qui est bloquée. En fait, la réponse phospho-ERK, c'est parce que les MAP kinases auxquelles le phospho-ERK appartient, je ne sais pas si vous voyez la flèche, non. Est-ce que j'ai un pointeur? Non plus. Bon, c'est pas grave. Ils sont activés exactement où la préneurone se lie. Donc, make sense que ça ne modifie pas les J-protéines qui sont plutôt à gauche, et ça modifie phospho-ERK qui est localisé plutôt à droite. Donc, moi, j'avais trouvé ça super cool à l'époque. Merci. Merci beaucoup. Parce que je me suis dit que c'est un nouveau mécanisme de régulation de l'hyperactivité d'un système neurobiologique. Parce que quand vous y réfléchissez, je veux dire, la façon classique, c'est qu'on régule l'activité du cerveau en passant de beaucoup de neurotransmetteurs à peu de neurotransmetteurs. Donc, il y a les systèmes de recapture, les enzymes de dégradation. Et donc, pour changer l'activité d'un système, la façon de voir, c'est il y en a peu, on va libérer du neurotransmetteur. Il y en a trop, ben, on va soit les dégrader, soit les reprendre à l'intérieur de la cellule neuronale pour les dégrader quand même. Et là, en revanche, on avait peut-être trouvé un mécanisme, c'est on peut imaginer que si le système neuronal va vraiment en override, il est super activé, ces systèmes de recapture ou de dégradation soient saturés. Et donc, on n'arrive plus à réguler l'activité comme ça. Et la seule façon de la réguler, c'est en agissant directement sur les récepteurs. Et de façon non compétitive. Parce qu'à ce moment-là, il peut y avoir autant de médiateurs que vous voulez, c'est pas grave parce que vous bloquez en aval et pas en amont. Voilà, donc j'avais trouvé ça vraiment cool, surtout parce qu'étant médecin, moi j'ai fait de la recherche toute ma vie pour faire de nouveaux médicaments. Les molécules, j'adore ça, mais si je peux réfléchir à comment je peux les utiliser pour essayer quand même à la fin de soigner les patients. Et quand vous y pensez,
si un système il est hyperactif, les seules molécules de lesquelles on dispose sont les antagonistes. Je pense que tout le monde qui travaille dans la litologie sait qu'en ligne générale, les antagonistes, ça ne marche pas de masse. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont la très mauvaise habitude de tout bloquer. Ils sont très difficiles à doser. Un antagoniste bloque l'accès du médiateur au récepteur, et donc du coup bloque toute l'activité. Et donc à la fin, sauf l'exception de la naltrexone, peut-être parce que les récepteurs mu des opioïdes, ça ne sert pas à grand-chose, donc si vous donnez la naltrexone, ça ne fait pas grand-chose, mais tous les restes, on ne peut pas utiliser des antagonistes GABA, on ne peut pas utiliser des antagonistes glutamatergiques, on peut utiliser avec beaucoup de peine des antagonistes de la dopamine, surtout pas en addictologie, parce que vous ne gardez pas un patient en thérapie pendant plus d'une semaine. Donc, je m'étais dit que peut-être on avait trouvé un mécanisme sélectionné par l'évolution à travers lequel le cerveau bloquait un état d'hyperactivité, mais il préservait la physiologie. Donc, on avait peut-être découvert complètement une nouvelle classe d'inhibiteurs, que cette fois, c'est des inhibiteurs spécifiques de la pathologie, mais qui n'ont pas d'effet indésirable. Donc on était très contents, moi surtout, et toute mon équipe, Giovanni, tous les gens avec lesquels. Après, on a commencé à regarder la pregnénolone. Et la pregnénolone, c'est un cauchemar. C'est les cauchemars si vous voulez en faire un médicament. Parce qu'elle a une émivie de 20 minutes et elle est métabolisée dans tous les, en périphérie, elle est métabolisée dans tous les stéroïdes possibles et imaginables. Donc, vous donnez Péros la pregnénolone, vous augmentez la testostérone, la progestérone et tout. Vous pouvez aller faire l'Eurovision, mais pas beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et en plus, malgré le fait qu'elle est assez lipophile, elle n'est pas absorbée de façon passive, mais elle est absorbée par un transporteur qui est la sulfate qu'elle absorbe, et donc elle ne va plus au cerveau. Donc c'est le cauchemar total thermonucléaire, si vous voulez faire un truc. Donc j'ai chopé un copain chimiste, et je lui dis, écoute, on sait où la pregnénolone est dégradée, pourquoi nous ne faisons pas une library, une banque de molécules, à la base de tout. Essayons de faire ce qu'on peut appeler du design biomimétique, essayons de préserver la pregnénolone au maximum, mais on va modifier que les sites qu'on connaît être attaqués par les enzymes de l'organisme pour métaboliser la pregnénolone. Donc on en a fait 150, je crois, et on en a trouvé certains, très surprenantes d'ailleurs, qui bloquent complètement le métabolisme de la pregnénolone en d'autres stéroïdes, et c'est comme ça. Ça, c'était des nouvelles molécules, donc on a pu les breveter, c'est positif parce que si vous n'avez pas de la protection, vous ne pouvez pas faire le développement par derrière. Et on a créé cette nouvelle classe d'inhibiteurs spécifiques de la signalisation qui, en gros, reproduisent les effets de la pregnénolone au niveau pharmacodynamique, mais n'ont pas tous les défauts de la pregnénolone. Et d'ailleurs, on en a sélectionné quelques-unes qui sont au niveau pharmacologique des super médicaments, parce qu'ils sont absorbés. On a une absorbée à 70%, on en a une autre qui est absorbée à 99% chez les chiens, qui sont hyper stables et qui sont une très bonne pharmacokinétique. C'est vraiment de très bons médicaments. Après, il faut voir si ça fait quelque chose, mais au niveau de toutes les caractéristiques. Donc aujourd'hui, où on en est? Ben, on en a deux, qui sont tous les deux chez l'homme, entre parenthèses. Donc la première, c'est la F117, de laquelle je vais vous parler, qui est dirigée pour le cannabis-related disorder. Ça, c'est les pathologies liées à l'abus du cannabis. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut... En fait, je pense qu'il faut qu'on sorte juste de l'addiction au cannabis ou pas. Je vais vous montrer un certain nombre de données. Je pense que le problème, c'est les effets néfastes du cannabis. Est-ce qu'on peut avoir un traitement qui permet de les diminuer et qui permet d'être en aide pour les patients?
Et une deuxième molécule, les 217, on n'est pas très originaux dans les numéros. Je pense que la troisième va s'appeler les 317. D'ailleurs, la F117, au début, quand il est sorti, s'appelait la F007. Et j'ai trouvé que c'était... C'est pas une blague, hein. Et en réunion, j'ai trouvé que c'était trop anglo-saxon. Et on l'a changé à F117 parce qu'il y a notre agent secret national s'appelle 117. Bon, bref. Et donc, le 217, lui, c'est pour les désordres cognitifs. On est en train de le développer aujourd'hui pour lutter contre les désordres cognitifs de la maladie de Down. Parce que chez les souris trisomiques, a des effets absolument époustouflants. Alors, je vous ai raconté toute cette histoire qu'en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on a un état d'hyperactivité, on a les molécules actuelles qui bloquent tout et les nôtres qui bloquent qu'une partie. Mais je pense que ça, c'est la partie moléculaire. Mais qu'en pharmacologie, ça marche vraiment comme ça. Alors, si je compare les effets comportementaux, les profils pharmacologiques de ces molécules, est-ce que je vois une différence ou pas? La réponse, c'est oui, je vois une différence énorme. Et c'est d'ailleurs dans les dossiers qu'on a déposés à l'FDA pour avoir l'autorisation d'aller chez l'homme, la partie plus grosse du dossier, ce n'est pas la proof of efficacy, qui est quand même assez grosse, mais c'était tous les tests qu'on a faits pour prouver qu'on n'avait pas un profil similaire à celui des CBA antagonistes. Donc, on s'est amené les rimonabant dans toutes les manipes en parallèle avec les nôtres. Et donc, food intake et body weight, que c'est quand même les effets prototypiques des antagonistes CB1, il n'y a rien. Et au début, avant de faire toutes ces histoires, on les a vraiment cherchés. Et quand un chercheur cherche un effet et il ne les trouve pas, en général, ça veut dire qu'il n'est vraiment pas là, l'effet. Donc, ça, il n'y a rien. Après, on a fait tous ces tests en aigu chronique avec anxiety and depression-like behavior. Les rimonabant ont des effets anxiogènes très faciles à mettre en évidence. Les effets dépressiogènes, c'est quand même un peu plus compliqué, mais on arrive après traitement chronique à en mettre en évidence quelques-uns. Nos molécules ne font absolument rien. On a essayé dans d'autres modèles de renforcement, du renforcement à l'alcool, du renforcement à la nicotine, du renforcement à la nourriture, ça a été fait chez les singes, ça n'avait absolument rien. On a essayé sur les sevrages au TH, les sevrages précipités chez des animaux dépendants au THC, ça ne fait rien. Et une chose qu'on sait peu sur les antagonistes CB1, c'est que ça provoque une augmentation extrêmement importante des glucocorticoïdes. Et à mon avis, c'est quand même bien impliqué dans certains des effets indésirables, et nos molécules ne font absolument rien. Une autre chose qu'on ne connaît pas très bien, et en soi, ces molécules ne font rien. D'ailleurs, c'est un truc qui nous a beaucoup inquiétés pendant très longtemps, parce que vous les donnez à un animal contrôle, et vous pouvez monter à des doses, dans la tox, on est monté à 13 000 fois la dose efficace. Il n'y a aucun effet comportemental. Ah, ça, c'est juste pour vous montrer que les rimonabant tristes nommés, c'était quand même une molécule extrêmement toxique. Parce qu'il était hépatotoxique, ça provoquait de la vacuolisation. C'était une molécule d'enfer. Alors, ces données, il faut aller les chercher sur les sites de l'EMOA, parce qu'ils n'ont jamais été vraiment diffusés. Et la F117, lui, là, maintenant, on est à 3 mois de traitement chronique chez les rats, chez les chiens, on a fait tout la tox. Il y a absolument, d'ailleurs, c'était un problème avec l'FDA, il n'y a absolument aucun effet toxique. Et quand je vous dis absolument aucun effet toxique, ça veut dire qu'on n'a rien trouvé. Et ce n'est pas nous qu'on a fait les manips, c'est des sociétés spécialisées. Et je vous dis, ce n'est pas un truc qu'on est content parce que ça pose un problème, parce que les agences de santé veulent que tu trouves des effets toxiques pour savoir qu'est-ce qu'il faut aller rechercher dans l'étude de phase 4 et quoi il faut attendre chez l'homme. Donc on est arrivé à faire un mètre l'FDA qu'on pouvait s'arrêter dans la montée des doses.
mais c'était plutôt un problème. Donc, ça, j'ai changé d'illustration. Je pense qu'au niveau pharmacologique et moléculaire, on est confronté à un mécanisme d'action complètement différent de ce qu'on connaissait auparavant, et on a l'espoir d'avoir créé une nouvelle classe thérapeutique, mais dans le vrai sens du terme. Ce n'est pas un autre antagoniste, c'est un mécanisme d'action qui n'a jamais été testé chez l'homme et qui est quelque chose de complètement différent. Alors, je trouve que c'est assez normal, si vous avez quelque chose qui inhibe l'activité du CB1 liée au THC, de penser d'aller dans l'addiction, le problème au THC. Et j'ai vraiment beaucoup hésité à mettre ces deux diapos. Après, je me suis dit, je les mets quand même, parce que je me dis que quand même, peut-être même mes collègues ont besoin de revoir. On a fait tout un travail récent sur tous les dernières données statistiques sur la consommation. Alors, comme vous savez, ça c'est la legalization map aux États-Unis. Donc maintenant, je pense qu'il y a 60% de la population des États-Unis où c'est légalisé et vendu. Les produits, ce n'est pas seulement de mieux en mieux acceptés, ils deviennent de meilleure et meilleure qualité. Parce que ça, on est passé de style 2% de THC à 15%, ça c'est les saisies, mais dans les États où c'était légalisé, on monte jusqu'à 27% de THC, et vous pouvez acheter le Pure Gold, que c'est de la résine avec 100% de THC, il l'appelle Pure Gold parce que c'est indexé sur le prix de l'or, ça coûte $1, je ne blague, ça coûte $1 de moins, $1 de moins que celui du gramme d'or. Et un produit qui est mieux et mieux et qui fait de plus en pire. Alors, moi, ça m'impressionne, c'est le croisement de la courbe des entrées aux urgences entre les opioïdes et le cannabis. Ça, c'est un exemple du Nevada, mais en Californie, c'est pareil, dans les États où ça a été légalisé. Aujourd'hui, il y a plus d'entrées aux urgences dues au cannabis qu'aux opioïdes. Et en Europe, les dernières données, je n'arrive pas à les prononcer, du truc qui regarde la toxicomanie en Europe, montrent que même en Europe, si on prend toute l'Europe, le cannabis a dépassé l'héroïne et les opioïdes en nombre d'entrées en urgence. Donc ce que je vous disais, c'est que je pense que dans les cannabis rate disorder, il y a deux catégories de pathologies. Le CUD, c'est le cannabis use disorder, mais aussi la toxicité due au cannabis. L'épidémiologie est énorme. Il y a aujourd'hui à peu près 9 millions de personnes qui ont une addiction au cannabis entre Europe, États-Unis, Canada, Australie. Vous avez à peu près 250 000 rentrées par an aux urgences pour psychose due au cannabis. Et il y a de plus en plus d'études. Il y a une étude super qui sort de l'Australie où on voit qu'il y a beaucoup plus de chômage, arrêt d'études et welfare, je n'arrive jamais à le dire en français, gens qui sont à l'RMI ou un truc comme ça. Et c'est de pire en pire. Donc ça, c'est l'augmentation des entrées aux urgences entre 2011 et 2014 dans tous les États-Unis. Ça doublait en 3 ans. Et ça, c'est ce qui s'est passé en Californie à partir de 2014 avec la légalisation. Paf! Et ça, c'est le nombre de daily or almost daily users. Donc c'est entre tous les jours et au moins 5 fois par semaine. Et on est à 10 millions d'utilisateurs. Tout ça, c'est toujours les États-Unis. Et après, vous avez ces données, dont celui à gauche, c'est une étude qui vient de sortir il y a un mois, où on sait que si on commence tôt, eh bien, il y a des déficits cognitifs qui sont quand même assez importants, avec perte de QI. Et là, maintenant, on commence à voir des corrélats cérébraux avec une diminution de l'épaisseur du cortex préfrontal, surtout dans la zone qui s'occupe des fonctions exécutives, chose qui explique probablement aussi les déficits cognitifs associés. Bon, bref. Est-ce que je vous ai fait peur? Sinon, j'ai raté mon coup. Je voulais un peu vous faire peur, parce que je pense
qu'on est peut-être en train de sous-évaluer un minimum les problèmes. Hein. Et là c'est les médecins, les scientifiques qui vous parlent, pas les directeurs de société, parce qu'à la limite, les intérêts ne sont pas les mêmes. Alors, quelques données sous... Qu'est-ce que ça fait, cette molécule? Donc, on a essayé, là, c'est des modèles, ils ne sont pas très bons, mais c'est des modèles d'effets liés aux effets psychotiques du cannabis chez l'animal. On a utilisé 3 modèles, et chaque fois, la F117 réverse complètement les effets, jusqu'à utiliser ces modèles que Giovanni Marsicano aime beaucoup, du reality testing. Me demandez qu'est-ce que c'est exactement, mais c'est en fait une misinterpretation, une interprétation pas tout à fait cohérente des stimuli externes. Donc c'est les trucs qu'on peut apparenter les plus, pas à un état hallucinatoire, mais à une mauvaise interprétation des stimuli sensoriels auxquels on est soumis. Donc ça marche sur tout, et ça a un effet absolument époustouflant chez les singes. Ça, c'est un truc fait par Yavin Sham, Oneida, le programme Intramural Program. Ça, c'est l'autoministration des cannabis avec 3 doses de notre produit. Donc, il y a une courbe dose-réponse, même si là, on la voit très bien. Et ça, c'est les effets sous la rechute provoquée par une injection de priming de THC. Et ça marche à des doses qui sont ridicules. Parce que les C100, les D100, c'est 15 microgrammes kilo. Donc, je pense que ça s'explique par le fait que ce n'est pas un inhibiteur compétitif, et donc il n'a pas à lutter contre les médiateurs endogènes, et donc peut agir à des doses qu'on retrouve plutôt pour les agonistes que pour les inhibiteurs. Donc on est très content, donc on s'est dit, ben, on va démarrer tous les 30 qu'il faut pour aller chez l'homme. Je pense que l'inconscience, c'est un truc bien, parce que vous êtes passionné, vous lancez dans les choses, vous ne savez pas exactement à quoi vous exposez, et une fois que vous êtes là-dedans, ben, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc on a fait toute la partie de caractérisation préclinique, réglementaire, les composés à de très bonnes caractéristiques, bien absorbés, bonne biodisponibilité, pas toxique. Il est très puissant au niveau pharmacologique et il est complètement différent des antagonistes. On a fait les phases 1, donc chez le volontaire 100, on a obtenu une IND, Investigational New Drug, avec l'FDA, c'est quand même plus compliqué qu'un clinical, comment on dit, hein, un CTA, Clinical Trial Authorization, hein, en Europe, et les phases 1 se sont très bien passées, et il n'y a vraiment pas eu d'effet indésirable notable. Donc la molécule a été définie comme safe et bien tolérée, et donc nous sommes passés après à la phase 2A. Donc tout ça, c'est les phases 1 et les phases 2A, c'est quelque chose qu'on a fait en collaboration avec MEG, grâce à un grand NIDA. Et là maintenant, l'étape successive, c'est la phase 2B qu'on va faire toujours avec, dans l'équipe des MEG, avec Frances Levin, et c'est une étude avec 350 patients. Et en plus, on est très content parce que grâce aux résultats des phases 2A, on a pu mettre en place une collaboration avec Indivior, avec Franck, que je vois en Zoom depuis un certain temps. Je suis super content de voir en vrai, là, pour la première fois, parce que ça parlait beaucoup. Et les deux équipes travaillent très bien ensemble, parce qu'on est vraiment ravis de cette collaboration. Les produits pharmaceutiques, il est aussi bon, parce que la synthèse, c'est 3 étapes. La durée de vie, c'est des capsules qui contiennent de l'huile de maïs, donc c'est le truc le plus safe et simple qu'on peut faire. Et la durée de vie, on en est à 48 mois. En fait, on a arrêté, c'est un caillou, c'est impossible qu'il se dégrade.
very low cost of goods, donc il n'y a pas de problème. Et on est très reconnaissant, d'abord à la collaboration avec Meg, après avec Frances Levin, et au support qu'il nous a donné l'NIH à travers l'ENEDA, parce qu'ils nous ont donné un premier gros grant pour faire les phases 1 et les phases 2A, et là maintenant on est en discussion pour en avoir un deuxième pour supporter aussi un peu les phases 2B. Donc phase 2A, que Meg aurait dû présenter. Donc si là maintenant vous voyez je suis moins à l'aise que la partie précédente, vous n'êtes pas méchant avec moi, vous restez gentil. C'est la première fois que je présente des résultats d'une étude clinique. Donc le but général de l'étude, c'était en fait de voir si la F117 faisait quelque chose chez des volontaires de recherche avec CUD et avec une consommation assez élevée, parce qu'il fallait qu'il y ait au moins 5 fois par semaine. Et le but, c'était d'évaluer, donc, dans les conditions du laboratoire LEMEG, les effets de la F117 sur les effets subjectifs du cannabis et sur l'autonomisation du cannabis. Toujours avec l'idée que, vu que la pharmacologie elle est complètement bizarre, pour utiliser ce terme, par exemple, les comportements chez les singes de ces molécules, ce n'est pas le même effet d'un antagoniste, ce n'est pas le même effet d'un agoniste, donc c'est difficile à classer. On voulait vraiment voir qu'est-ce que ça faisait chez l'homme, et donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Alors, l'autre chose qu'on a voulu faire, c'est qu'on avait vu chez l'animal, en fait, les composés à 2 ranges de doses, un range de dose très faible, un range de dose un peu plus élevé, mais on reste toujours dans les doses quand même. Parce que les doses élevées, les ranges élevés, c'est 15 microgrammes. Donc les doses faibles, c'est 1,5. Et avec Nicolas Simon, on a fait un modèle de population avec les données de pharmacokinétique de phase 1. Et on a estimé quelle était la dose qu'il fallait donner chez l'homme pour avoir 90% des patients couverts dans cela. Donc c'est 1 mg pour la dose forte et 0,06 mg par jour pour la dose faible. Après, on a fait, donc, des volontaires research avec SUDI, c'est un multiple ascending dose design, donc on a commencé avec la dose faible, on a fini la dose faible, après on est passé à la dose plus élevée, et c'est un crossover avec 14 jours de washout entre les deux, un truc assez classique, un peu compliqué, j'ai mis un peu de temps pour les comprendre, mais donc en fait, les patients, vous les voyez 2 fois 5 jours, ils sont dans les services des mecs pendant 5 jours, et la moitié prennent d'abord du placebo et 4 jours plus tard, ils prennent de l'AOF, et l'autre moitié des patients, ils font l'envers, c'est complètement un double aveugle randomisé, donc vous savez, rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient les patients? Les matins, à 9h, prenaient du F117. À 12h30, Meg lui donnait son équipe un truc très standardisé de cannabis. Ça, c'était for free, gratuit. Et là, on étudiait avec plein d'échelles, avec des visual analogous scale, on étudiait les effets subjectifs, la perception de la puissance du cannabis, des highs, les bons effets de la drogue, et vraiment une panoplie d'effets. Et à partir de 14h30, ils pouvaient prendre du cannabis, mais il fallait qu'ils les payent. Et on diminuait leur study stipend pour ça, et ils avaient tous les jours, avec ce schedule-là. C'est une étude que normalement c'est une étude plutôt exploratoire, mais qu'on a voulu faire comme une vraie étude clinique. Donc on avait un statistical analysis plan, c'était fait vraiment en suivant les good clinical practices les plus possibles. On avait un CRO qui a fait le monitoring, tout. Donc c'est une étude extrêmement bien contrôlée. Et donc on a utilisé
pour quelqu'un qui a toujours utilisé la Nova, découvrir qu'en fait, c'est pas bon, la Nova, il faut utiliser autre chose, ça a été quand même assez traumatique. Et donc, on utilisait ces trucs qu'on ne peut pas prononcer, MMRM model. C'est qu'en fait, la seule différence avec la Nova, c'est que vous n'êtes pas obligé d'enlever des patients s'il y a des missing data points. Et après, ça permet en fait de faire des choses plus compliquées. C'est vraiment la Rolls des études. Vu que c'est un crossover, on avait introduit dans les SAP, parce que quand vous faites comme ça, vous le savez mieux que moi, si vous n'avez pas prévu les analyses statistiques que vous faisiez avant de faire l'étude, vous ne pouvez pas les faire, sinon ça devient exploratoire et ça ne veut rien dire. S'il y avait une sequence per treatment interaction, à savoir si, en fonction de l'ordre dans lequel on avait donné l'AOF, il y avait un effet significatif, une différence, on était obligé de passer à une analyse parallèle que de la première période. Okay? Et donc, c'est ce qui s'est passé. On a eu un effet significatif à peu près avec tous les variables en faisant le crossover normal, mais on a fait un super gros effet d'interaction entre la séquence et le traitement. Donc, en fait, les données que je vais vous montrer, c'est les données que je peux vous montrer, ce sont les données d'abord de l'analyse faite par groupe parallèle, à savoir en prenant en compte que les patients qui ont reçu soit les placebos, soit l'AOF, la première fois dans la première période. Et ça, c'est ce que ça donne sur les effets subjectifs. Donc il y a très peu de patients, mais l'effet, il est quand même assez gros, avec, je dirais que même la dose faible, sous ces paramètres, a un effet, mais vous avez de façon plus récurrente, plus d'effets avec la dose la plus élevée. Okay? Sauf là, mais ça, c'est en fait, c'est la seule mesure, que ce n'est pas une variable, mais c'est une variable composite qui est faite par plusieurs subscales. C'est un subscale, donc ça peut expliquer. Et ça marche aussi sous l'auto-administration des cannabis. Alors, en tout cas, c'est très intéressant, c'est que dans les conditions du labo de Meg, en fait, ils ne s'automisent pas beaucoup, sauf celles avant d'aller se coucher. Là, c'est un truc auquel ils ne peuvent pas s'en passer, c'est vraiment la plus dure. Aussi parce qu'on sait que s'ils sont dépendants de cannabis, ils ne fument pas avant de dormir, ils ne dorment pas bien. Et donc, en fait, le truc qui est intéressant, c'est la dose élevée réduit de façon très importante la prise de cannabis avant d'aller se coucher, et ils dorment très bien. Donc, on n'a pas cet effet sauvage aigu, au moins, entre guillemets, lié à ça. Alors, en fait, vu qu'on ne sait du tout, j'ai plein d'amis aussi, je veux vous montrer, en fait, qu'est-ce que c'est cet effet séquence. Donc ça, c'est les résultats dans les deux séquences pour les good cannabis effect, donc c'est les effets subjectifs. Et en fait, ça, c'est les résultats que je viens de vous montrer. C'est les patients qui reçoivent la première fois soit le placebo, soit l'AOF. Vous voyez, il y a une réduction qui est quand même importante. Et l'effet séquence, c'est que si vous avez eu le placebo la première fois et vous avez l'AOF après, ça baisse. À peu près, ça baisse avec la même amplitude que hein, mais si vous avez eu l'AOF avant, eh bien, vous restez au même niveau que l'AOF, même si vous n'avez plus l'AOF. En fait, ce qui manque, c'est que ces points-là, il faudrait que ça soit là. Et en fait, non. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a encore de l'AOF après 14 jours. Donc ça, c'est les groupes qui a eu les placebos avant, donc AOF, ça c'est le niveau d'AOF dans le sang, placebo, il n'y a rien, c'est normal, c'est la première fois qu'ils reçoivent le placebo, mais en revanche, s'ils ont eu l'AOF, après 14 jours, il y a encore des concentrations significatives d'AOF, et vu que les composés paraissent être capables d'avoir des effets même à des concentrations très faibles, c'est possible que ce qu'on voit,
C'est juste la continuation de cet effet, que c'est quand même intéressant pour un traitement pour l'addiction, parce qu'on n'a plus le problème de la compliance tous les jours. Même si le patient saute 2 ou 3 jours, il est encore couvert. Voilà, donc je vous ai montré tout à l'heure ces effets-là, je vous ai expliqué pourquoi on a ça. Je voulais vous montrer, parce que je sais que Meg, il tient beaucoup, et je ne ferai rien qui puisse la contrarier, c'est de vous montrer ces résultats. Parce que c'est des résultats très intéressants, parce que là, les patients sont pas appariés, donc on en voit beaucoup, donc on peut voir les patients avant, qu'est-ce qu'ils faisaient, et que son propre contrôle. Et quand vous regardez ça, les résultats sur l'automatisation du cannabis sont juste époustouflants. En fait, il n'y a plus personne qui prend que dalle. Il y a un patient qui prend une injection un jour, c'est tout. C'est un effet absolument colossal. Alors, j'ai oublié de dire au début, conflit d'intérêts. Je pense que c'est difficile d'imaginer plus de conflits d'intérêts que moi dans le cas spécifique, parce que j'ai découvert les mécanismes, j'ai mis au point les molécules, et c'est moi qui dirige la boîte qui les développe, de laquelle je suis fondateur et donc actionnaire. Donc là, vous ne pouvez pas faire pire. Je suis dans la pire condition possible et imaginable, mais tout le monde le sait, donc les gens me parlent encore, donc je me rassure qu'ils croient encore un peu près. Donc, take home message. Cette molécule marche. Autant ne fait absolument rien. Alors, parce que j'ai oublié de vous dire que chez les volontaires sains, quand on a fait les VAS 1, on a fait toute une batterie de tests cognitifs, comportementaux. On a même fait un test qui permet au patient de dire est-ce qu'on est en train de lui donner quelque chose ou pas. Et la réponse c'est placebo. Même à des doses élevées, on n'a détecté aucun effet cognitif. Donc, mais chez les toxicomanes, sûrement ça fait quelque chose. Je ne sais pas si ça va donner des effets après thérapeutiques énormes, mais ça fait quelque chose. Même avec une étude qui a eu ces problèmes avec les crossovers, avec tous les types d'analyses qu'on avait prévues, on a trouvé un effet significatif, et bien significatif. Une autre chose que pour les neurobiologistes maintenant, qui fait des études cliniques, que je trouve très intéressant, qu'il faudrait, je voudrais vous communiquer, c'est le fait que cette molécule fait exactement la même chose chez l'animal et chez l'homme, et exactement avec les mêmes doses. Et donc ça, je trouve que ça renforce beaucoup les mécanismes. C'est l'effet qu'on n'est pas en train de trouver chez l'homme un effet qu'on n'avait pas prédit. On a même prédit la dose à laquelle on aurait dû trouver l'effet, et on le trouve. Et quand on sait les systèmes du cerveau, combien ils sont conservés, je trouve que l'animal devient un facteur de preuve supplémentaire de ce qu'on observe chez l'homme. Après, les effets longs, je trouve, moi au début ça m'inquiétait un peu, tous mes copains cliniciens m'ont dit « Ah non, c'est super !» Parce qu'avec les problèmes de compliance qu'on a, dans tout ça, la molécule après, elle est bien éliminée, donc ça ne pose pas un vrai problème. Donc, conclusion, je pense, mes amis et chers collègues, qu'on a quand même été capable de trouver une nouvelle classe pharmacologique. Et si je ne me trompe pas, il faut remonter presque aux années 70 avec la révolution psychopharmacologique pour trouver une nouvelle classe thérapeutique qui n'est pas juste un antagoniste pour un récepteur différent, mais c'est un mécanisme d'action complètement innovant, qui est différent des antagonistes. Donc on peut mettre cette histoire complètement derrière nous, et que nous l'espérons peut-être ouvrir des voies thérapeutiques à la fois pour le cannabis use disorder, donc l'addiction au cannabis, mais aussi, nous le croyons, pour certains effets toxiques du cannabis, comme par exemple la psychose provoquée par le cannabis. Et je vous remercie beaucoup de ne pas être allé à la plage. Vous êtes un peu suspect, je trouve, parce que je trouve que tous les Normands parmi nous sont tous au bar, là.
Mais je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation impressionnante. Depuis de la physiologie jusqu'à la thérapeutique, avec déjà des essais cliniques. Alors on attend le 2B, on attend la phase 3, enfin on veut avoir la primeur dans 2 ans au prochain THS. Hein. J'espère. Je ne sais pas si ça a déjà été présenté, ces résultats-là, non, jamais. Cliniques, donc vous voyez, on a eu raison de ne pas aller au bar ce soir. Oui, j'ai tenu à les faire ici parce que bon, c'est vrai qu'on fait on fait toutes les études cliniques aux États-Unis. On est quand même une société française, donc j'aime beaucoup la communauté des cliniciens français et ça me faisait plaisir de lui donner la primauté avec la présentation de ses résultats. En plus, Jean-Pierre était tellement gentil que je ne pouvais pas faire autrement. Bon, ben voilà, ça c'est le off de l'histoire. Eh bien, on peut laisser peut-être l'assistance poser des questions ou faire des commentaires, parce que j'imagine qu'il y a pas mal de commentaires sur le sujet. Raphaël Maldonado. Oui, les résultats sont vraiment impressionnants. J'ai une curiosité, c'est par rapport à la cigarette, cette tendance qu'il y a à diminuer les plaisirs pour la cigarette. Il y a une tendance. Pose-moi la question, je n'ai pas compris. Hein. I asked the question in English. Just But also because if it's about the clinical study, Meg is going to answer, and so I want to understand. When there is the first question, that is the feeling after cigarette consumption, I guess, no? That it was, and there is a tendency to decrease the good feeling after cigarette consumption. So it's something that is curious. It's more than a tendency. It's a decrease of like 60% or something like that. There is a big effect. Meg, but what is your question? What do you think about this? Because for considering the mechanism of action, I probably will not expect this decrease in the feeling on cigarette consumption. Just, Meg, do you want to answer? Well, I'm not sure why you wouldn't. You can hear me. I'm not sure. Can you hear me? Yes. We can hear you and see you. Okay. No problem. So based on the preclinical work, it doesn't surprise me that we're seeing a decrease in the positive subjective effects of cannabis. The majority of the studies, I've been looking at medication interactions with cannabis for over 20 years, and most of my studies are looking at medications to decrease withdrawal from cannabis because I don't have many options to directly block the reinforcing and positive subjective effects of cannabis. So this is why this study is very exciting. But based on the preclinical work, this fits with what we would have predicted with the humans. Yeah, it does. It fits what we see. One way, Raphaël, je vais reshifter en français, il faut une façon d'imaginer l'effet de cette molécule, c'est qu'ils vont transformer le THC dans un agoniste biaisé. Et pour cet agoniste biaisé, que ça va devenir un agoniste cyclique biaisé vers le cyclique impie et la dénigrate cyclase, il est moins renforçant chez l'animal, c'est ce que tu as vu toi, et il est moins renforçant chez les singes, et il est moins renforçant chez l'homme, seulement que l'homme peut nous dire, ouais, on sent toujours les effets, mais c'est pas aussi cool qu'auparavant. I thought that there was a figure on the left for the cannabis and on the right for tobacco. No, it was. No. That's fine. Cigarette de cannabis. Yes. Okay. No. One was cigarette strength. C'est comment il perçoit la puissance de ce qu'ils sont en train de fumer. Cannabis strength, not tobacco cigarette. Yeah. D'autres questions, d'autres commentaires? Oui, on a une question.
là-haut. En attendant, j'en pose une, ou je fais une remarque. Est-ce qu'on ne pourrait pas alors imaginer que ce produit, dans l'avenir, se positionne aussi pour prévenir l'apparition des effets toxiques, des effets indésirables? On dit on peut traiter le trouble de l'usage de cannabis, peut-être. Ouais. On peut traiter des symptômes indésirables, par exemple psychotiques, mais on pourrait imaginer qu'il y ait une volonté de co-consommer, de consommer ensemble du cannabis et ce produit pour n'avoir que les bons effets du cannabis, qui peuvent être agréables. C'est aussi pour ça que le cannabis est consommé, et en l'utilisant à des posologies moins importantes, par exemple à 0,5 mg. Meg, do you want to answer to that? Yeah, I mean, you understand French, so... I mean, my answer would be, let's start with the lowest hanging fruit, which would be these daily cannabis smokers. And so I think the thing to also emphasize is these guys smoke a lot of cannabis. These are, I think, like 5 grams a day, roughly, pretty much every day. These are heavy, heavy smokers. So this is the group that is really very interesting to target, but also very hard to shift their behavior. So shifting self-administration is something I have almost never been able to do. I can shift other things about cannabis, withdrawal, but to actually decrease self-administration for me, which is my most important behavioral endpoint, because it's so hard to move. And if I can see a decrease in self-administration, to me, that's a very good signal for the clinic, because my lab is really the intermediary between preclinical and clinical trials. So I'm really looking, I come from the preclinical world, I worked at INSERM, so I really like to have total control and look at a range of behaviors and the effects, behavioral effects of cannabis. And so for me to be able to shift self-administration in these very heavy cannabis smokers is really, it makes an impression. Yeah, thank you. Quelque chose pour répondre à une autre partie de ta question. Je ne crois pas qu'on pourra aller... D'abord, le cannabis a l'air moins renforçant que d'habitude quand tu prends l'AOF. Je n'y crois pas trop au truc préventif. Ça fait Big Brother. Je vais te donner le truc. Mais en revanche, c'est quelque chose avec lequel on réfléchit avec Franck, avec Meg. Pourquoi pas commencer à voir si certains des effets thérapeutiques du cannabis sont préservés et tu arrives à bloquer en revanche les effets négatifs. Oui. Ça pourrait être... Parce que les good effects peuvent être aussi des thérapeutiques effects, ou autothérapeutiques effects. Voilà, exact. Ok. Il y avait une question au milieu, puis après Marc. Oui. Bonsoir, Tanguy Barré de Marseille. Merci beaucoup pour votre présentation. T'es où? Ah oui. Oui, okay. Bonsoir. Bonsoir. Je me demandais quelle était la différence entre l'AEF 117 et 217, puisqu'ils n'agissent pas sur les lieux de fixation des molécules, mais sur les voies de transduction. Comment vous différenciez l'un sur les il y a une différence. Exogènes ou endogènes? Il y a une différence. Le problème, je ne peux pas vous la dire, parce que sinon il faut que je tue tout le monde et je tiens trop à vous tous. Donc ils sont pharmacologiquement différenciés, mais pour les raisons de propriété intellectuelle, pour l'instant, malheureusement, je vous ai tout dit, mais c'est une très bonne question, mais je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui différencie les deux molécules. Mais ce n'est pas demi-tout, comme on dit. Ce n'est pas juste deux molécules qui font la même chose avec une structure chimique différente. C'est deux molécules qui ont une structure chimique différente, qui se lient au même endroit, mais à cause de la différence de la structure chimique, ils ne font pas forcément la même chose. Et il se trouve que le 217, il est plus adapté pour traiter les déficits cognitifs et moins bon pour le cannabis. Très bien, je vous remercie. Marc? Oui, merci Pierre-Louis pour partager avec ATHS ces résultats qui sont absolument excitants, qu'on attend tous depuis longtemps, puisque cette histoire dure est extraordinaire. Hein. Et
Et donc, on voit qu'il y a des possibilités d'indication plus importantes qu'initiales. Hein, on l'a vu sur l'utilisation autothérapeutique, tout ça. Mais si on revient sur la possibilité pour l'addiction au cannabis, donc finalement, il y a un effet, et là, ce qu'on a vu, un effet, le shift de l'auto-administration. Ouais. Donc ça, c'est vraiment très puissant. Mais est-ce que, justement, dans le cadre du labo, est-ce que vous avez regardé aux réponses conditionnées, au Q-elicited response? Et est-ce que ça modifie, en conditions de laboratoire, si des gens sont exposés à des cues liés au cannabis, est-ce que ça modifie la réponse? Qui serait un peu un modèle en laboratoire de rechute pour anticiper. You know, we did not look at cue-induced craving or cue-elicited response. We were really looking at the direct effects of cannabis, you know, on the abuse-related effects. But, you know, indirectly, we look at craving, and we did not see a shift in craving, to my recollection. Pierre V, you can confirm that. Yeah, but we didn't do an cue-elicited craving per se, and so we didn't really measure that. No, but the craving we measured is not the craving Mark is talking about, because it's the craving while you are consuming the drug. C'est contingent à la prise. Parce que tu sais, quand tu fumes avec tous les drogues, il y a, quand les effets diminuent un petit peu, mais ça n'a rien à voir avec les cravings de la rechute. Pour... Huh? Well, yeah, no, just in my experience in the lab, craving has never been a very predictive measure. You know, that's why, again, I look at the actual drug taking, which for me is more powerful. But yeah, so in our context, we haven't seen robust shifts in craving for a whole range of drugs. Mostly these are non-treatment seeking. That's important to know. These come in not seeking treatment. They smoke cannabis. They don't want to stop smoking cannabis. We give them a lot of cannabis. And so it could be a different question in treatment seekers. Yeah, and it would be interesting to test within the lab cannabis cue-induced response. Does it change the response, regardless of craving or not? Does it change the cue reactivity? So measured how? Measured with... Well, do cue reactivity response with and without the compound. But the behavioral endpoint is what? The cue elicited what? The cue, well, it could be the physiological cue reactivity or whatever. Okay. Not just subjective experience, just looking at. And have you thought, because they are heavy cannabis users, but have you thought of replicating with cannabis users that are treatment seeking, regardless of how much they use? Yes, I mean, well, that will be the next. Right. The next this is the next study. Yeah, go ahead. Yeah. I mean, again, the goal in my lab is to look for medications with a good signal to justify moving them to a large clinical trial, and so, you know, we feel pretty confident this drug gave us the signal to move it forward. For sure. Donc, pour aller plus loin, donc, la prochaine étude, ce n'est pas une étude, parce que tu sais, il y a 2 AMM possibles, un traitement pour éviter la rechute ou un traitement pour arrêter l'usage. Donc, cessation of use, donc on va faire une étude de cessation of use avec 350 patients, une dizaine de centres cliniques aux US et 3 doses d'AEF versus placebo. Et c'est une étude qui va durer 3 mois. On avait commencé à mettre au point avec Régis Tassine à Yale un protocole pour étudier la rechute, parce qu'en fait, étudier la rechute, c'est très compliqué, parce qu'il faut que soit tu arrives à les faire arrêter dans un temps court, tous ensemble, tu peux faire une étude clinique, sinon c'est une étude clinique qui dure 2 ans, que c'est très très compliqué à faire. Donc on a les protocoles, là on est en train d'essayer de les publier.
C'était une étude d'observation et c'est bien passé. Pourquoi pas dans les futurs essayer d'aller dans la recherche. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Jean-Pierre? Un double remerciement pour cette extraordinaire conférence, ces résultats tout à fait décoiffants. Les travaux de Pierre Vie et de Meg. On est déçus qu'elle ne soit pas ici à Biarritz une nouvelle fois. Ouais. Mais enfin, elle est virtuellement avec nous. Donc c'est tout à fait magnifique. Et aussi un remerciement d'avoir présenté donc, ces résultats, ce scoop finalement ici. Je voulais revenir sur une indication thérapeutique, ou en tout cas une propriété que tu as signalée dans ton exposé, sur les psychoses induites par le cannabis. Ouais. Alors, est-ce que cette molécule, enfin ce médicament, préviendrait l'apparition de psychose, ou alors réduirait ces psychoses? Parce que... Oui. Ouais, non, excuse-moi, ça va pas fini. Non, parce que ce problème est quand même très lié aux pathologies duelles, c'est-à-dire quand il y a un double diagnostic, souvent soit un trouble hyperactif avec déficit attentionnel, qui est un facteur de vulnérabilité aux addictions au cannabis, à l'alcool, mais au cannabis en l'occurrence, et aussi chez les schizophrènes, puisque on sait que le tabac, mais le cannabis aussi, sont des co-occurrences dans le schizophrénie. Alors, donc, je pense qu'il... D'abord, merci pour la question. Je pense qu'il faut séparer les psychoses provoquées par le cannabis, qu'aujourd'hui, surtout grâce aux études faites dans les pays nordiques, on commence à considérer comme une entité nosographique indépendante de la schizophrénie. Les données les plus convaincantes que j'ai vues, c'est encore les données que je pense qu'ils viennent du Danemark ou de la Norvège, je ne me souviens plus. Ils ont fait vraiment de très grosses études. Elles montrent qu'en fait, les cannabis-induced psychosis, la symptomatologie n'est pas exactement la même que celle de la schizophrénie. Ils sont très résistants au traitement aux neuroleptiques. D'ailleurs, au Danemark, Norvège et en Suède, ne donnent pas de neuroleptiques, ils donnent des benzos et ils attendent que ça passe. Et en revanche, tu as les 50% de conversions en schizophrénie bien plus tard. Moi, ça m'intéresserait beaucoup, et je sais que je partage cette idée avec Frank Gray, avec lequel on collabore maintenant, d'Indivior, sur pouvoir aller dans les cannabis-induced psychosis. Après, tu as la deuxième catégorie, que c'est les schizophrènes qui utilisent du cannabis. Et là, c'est le dual diagnosis, et ça, c'est un gros problème pour les schizophrènes qui utilisent le cannabis. Et je pense que c'est une sous-population de patients addicts au cannabis où il peut être très intéressant d'aller, très intéressant, parce que peut-être avec d'autres endpoints, mais bon, on ne peut pas tout faire. Déjà, on va faire une étude de 350 patients, c'est quand même, ça va être la plus grosse étude jamais réalisée dans le domaine du cannabis. Mais la partie effet toxique, psychose, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Alors, je ne sais pas si la molécule... Je pense qu'il pourrait sûrement... Alors, il peut sûrement prévenir. Je ne sais pas s'il peut soigner avec le mécanisme. Ça, une fois que tu as la psychose en place. Mais aux États-Unis, un truc intéressant, c'est ce que j'ai souvent des urgentistes US qui m'appellent pour savoir si on peut faire le truc ensemble. Et leur problème aujourd'hui, c'est les re-entry. Les patients qui vont sur l'urgence une première fois, normalement, dans les 3-6 mois, reviennent 3 ou 4 fois. Donc là, tu as peut-être une fenêtre où les choper à la première entrée ou la deuxième, les mettre sous traitement et aller voir si ils retournent ou pas. Et donc, ça permettrait d'aborder cette idée de prévenir, parce que sinon, au niveau clinique, c'est impossible à faire.
Une petite précision. On a abordé souvent, on a écouté nos amis nord-américains nous rapporter des observations consécutives à la légalisation du cannabis. Et quand on voit augmenter le recours aux urgences, aux services d'urgence, ce qu'on nous disait, c'était souvent pour des troubles anxieux, des attaques de panique ou des troubles anxieux. Alors, c'est une question que je pose à toi, à Meg, peut-être. Est-ce qu'on est... Parce que entrer dans un service d'urgence, c'est pas un diagnostic. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qui amène à avoir recours aux services d'urgence. OK. Ça, moi j'ai la réponse parce qu'on vient de se taper toutes les bases de données qui existent avec les détails de... Meg, I don't know if you want to reply, what is your experience or you know about why people go to emergency room department because of cannabis? It's primarily a panic attack. Okay. Now, I don't want to say something that contradicts Meg. I will never do it. The second reason is? No, it's complex because the definition in the US, how they categorize is different from Europe. I think the Europe data are more precise because you have more category. So hallucination and psychosis in Europe is 28% of all the cannabis visit, emergency room visit. 20% c'est la crise c'est le syndrome hyperémétique, que je pensais qu'en Europe ça n'existe pas, c'est 20% des urgences. Les attaques d'anxiété, ça doit être, 25-30%. Et après, il y a de plus en plus des raisons cardiaques. Palpitations, tachycardie, sensation d'étouffement. J'ai l'impression qu'avec l'augmentation du THC, les panic attacks sont restés à peu près constants et on a vu augmenter les syndromes hyperémétiques au cannabis, on n'en voyait pas, on en voyait très peu. Maintenant, c'est 20% des entrées aux urgences en Europe. Et aux États-Unis, ils sont deux catégories. Une grosse catégorie que c'est panic attack et autre chose où, à mon avis, ils mettent tous les psychoses. Et aussi, ils sont une deuxième catégorie que c'est diminution de l'activité cérébrale. C'est pas sédation, mais c'est tu ne raisonnes pas comme il faut. Donc je trouve que les données les plus propres, c'est celles européennes. Et où donc c'est 28%. Entre hallucination et psychose, je ne sais pas pourquoi ils séparent hallucination et psychose d'ailleurs. Entre hallucination et psychose, ça fait à peu près 28%. Yes, Meg? I think a confound is, I don't know if you have in Europe the synthetic cannabinoids like we do here, but there is an enormous incidence of psychosis with many of them. Of course, you never know what the synthetic cannabinoid is, but it's, it's very frequently used among the homeless population. They're very inexpensive, and so there's a lot of psychosis also associated with the synthetic cannabinoids, which, as we know, can be full agonists at the CB1 receptor and so forth. But I don't know if they distinguish that all the time in the ER. In Europe, they do, because they are different entry reasons. There's a label. They are different label, and we have less of the synthetic cannabinoid. Good. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres remarques? Tout là-haut. Il me semble apercevoir Laurent Appel. C'est bien lui. C'est un peu loin. Mais je suis loin, mais... Si c'est toi, c'est bon. Je prends avant. Oui, merci.
Et, mais j'ai pas vu là-bas, excusez-moi. Je suis sur le côté en même temps. Oui, non, mais j'ai pas un champ de vision terrible, probablement. Bonsoir. Moi, j'aurais voulu savoir, le CBD, il me semble, qui agit aussi par modification allostérique sur les CB1. Pardon, oui, il me semblait que le CBD agissait aussi par modification allostérique sur les récepteurs CB1 et savoir, en dehors du profil d'action plus clean, manifestement, de l'AEF, sans effet subjectif, quelles étaient les différences entre les molécules? Donc, moi je crois que les CBD, personne ne sait vraiment comment ça marche, et qu'il s'agit de façon allostérique sur les CB1. Moi je ne le savais pas, par exemple, vous venez de me l'apprendre, mais je pense que Meg a fait la manip avec les CBD et qui peut vous dire comment le CBD, parce qu'il y avait cette légende, en fait, les CBD protégeaient des effets du THC. Meg, if you see, do you want me to say in English? Yeah, no. I mean, there is a lot of legends with CBD for sure, but also very interesting. I thought I understood you to say that it's acting at the CB1 receptor, because I don't think it primarily is. No. And the question is how CBD modify, how it differentiates from IF. For example, how CBD modify, if it does, the effect of cannabis or THC. And I know you did the experiment. Yeah. We wanted to look at that with smoked cannabis because there's been studies with CBD and oral THC. And so we tested a range of CBD doses and then had people smoke placebo or active cannabis. And it was remarkably ineffective. It did nothing to anything. But the caveat is we only gave CBD once. So I think with the preclinical studies, there may be something happening when you give CBD repeatedly, but that study we have not done, and to my knowledge, nobody has done in humans. We're hoping to actually do something like that, but to my knowledge right now, I'm not convinced that CBD at least acutely does anything to THC intoxication. I think that there's a lot of lore and kind of magic around that. Encore une pensée magique autour du cannabis, Mas. Laurent? Oui, bonjour. Je ne vais pas parler de pensée magique, je vais juste parler de l'expérience des usagers et de la longue expérience des usagers en matière de cannabis très fort. Parce que vous avez l'air de m'inventer du cannabis très fort comme s'il arrivait des dernières années, alors qu'en fait la plupart des génétiques et des préparations que nous consommons actuellement, par exemple dans les dispensaires américains ou en disponibilité au Canada, ou par nous-mêmes en Europe, ou dans les coffee shops, les clubs, les magasins du chanvre, nous sommes là depuis 1968, pour ce qui est des premiers rapports qui parlent de l'utilisation médicale du cannabis, et nous sommes là depuis 1974 pour ce qui est des premières distributions semi-légales de cannabis. C'est-à-dire que nous avons une expérience à travers les coffee shops, qui dure depuis 1976, nous avons une expérience à travers les magasins du chanvre en Suisse, nous avons une expérience à travers les Cannabis Social Club espagnols, à travers les Compassionate Club, à travers les pot shops. Maintenant, ça fait très longtemps qu'on a cette expérience avec du cannabis très fort. Or, les syndromes dont vous nous parlez apparaissent depuis assez peu de temps en quantité très supérieure, pour ce qui est notamment du syndrome de vomissement, effectivement. Mais par contre, pour le reste, ce que je ne vois pas, c'est l'augmentation en comparaison de la consommation des psychoses. Où sont les fils de psychosés liés à l'augmentation à la fois de la consommation et à la fois du THC? Où sont-ils? Parce que moi, je ne les vois pas. Et je suis journaliste quand même, et chercheur parfois, et je ne les vois pas, je ne les trouve pas. Alors, si vous voulez, le problème, c'est que on se place sur un niveau de discussion qui n'est pas le même, avec lesquels moi, je ne suis pas confortable. Moi, je ne vois rien, je ne dis rien, je regarde les bases de données des États américains, européens, et je regarde quelles sont les données. Alors vous me dites que vous êtes là, je ne sais pas qui vous êtes là depuis les années 68. Moi, je ne vous dis pas, moi, je suis là depuis X. Vous qualifiez ma pensée de pensée magique, c'est peut-être pas ma pensée qui est magique, c'est les données qui sont magiques. Si vous dites qu'on a un cannabis très fort depuis les années 60, on ne l'a pas trouvé. Donc vous l'avez très bien caché et vous l'avez disséminé de façon que personne ne le trouve. Parce que si vous regardez toutes les données de ceci
de cannabis, ce que je présentais, on voit une augmentation depuis les années 60 à aujourd'hui très importante. Il y a une étude très intéressante que je vous conseille de voir, parce que vous savez, en science, voir les choses directement, c'est ce qu'on appelle l'expérience anecdotique, qui est souvent erronée. Il y a un très joli article publié sur JAMA Psychiatry, fait par un groupe anglais, qui montre, ils ont fait une corrélation entre les concentrations de THC dans différentes villes européennes et les entrées aux urgences pour psychose. Et la corrélation, elle est quasi parfaite. Donc, la ville, en plus, c'est une honte terrible où la concentration est la plus faible. C'est Palerme, que c'est la ville où je suis originaire, où on est à 2,5% de cannabis. Et la plus élevée, c'est South London et Amsterdam. Et sont en tête de tous les classifs. Donc, c'est vrai peut-être que vous ne les voyez pas, mais quand on regarde, les données nous disent ce qu'ils nous disent. Vous savez, moi, je n'ai pas d'opinion. Hein. Je ne suis pas pour la légalisation, je ne suis pas pour l'interdiction, je n'ai aucun type d'opinion, ça ne me concerne pas. Moi, je suis là pour éventuellement soigner, si j'y arrive, des gens qui ont un problème. En revanche, quand je regarde, les données me disent ce que je vous ai raconté. Elles sont peut-être fausses, mais après, on rentre dans des histoires de complot theory où les États, l'Europe, falsifient les données sur les essais de cannabis, falsifient les données sur les entrées aux urgences et falsifient les données. Moi, je n'en suis pas là. Ce que je vois, c'est ce que je vous ai raconté. Voilà. Et ça, je le vois quand je regarde. Mais peut-être on a des façons différentes de regarder. Oui. Oui, il faut différencier aussi le symptôme psychotique réversible qui va passer en quelques heures, qui est une chose, qui sont plus fréquents qu'un véritable basculement ou déclenchement d'une maladie, d'un trouble psychotique. C'est pas la même chose. Donc on ne parle pas forcément des... Donc ça ne génère pas forcément des populations énormes de nouveaux schizophrènes ou de nouveaux... Mais c'est pas ce qui a été dit. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. C'est pas ce qui a été dit. Hein. L'idée, c'est peut-être de traiter des symptômes de l'intoxication, mais pas de traiter pour autant ni la schizophrénie, ni de prévenir l'apparition de la schizophrénie, qui d'ailleurs se déclenche avec bien d'autres facteurs. Et ce n'est pas uniquement le cannabis qui est à l'origine de ça. Bien au contraire, j'ai tenu à préciser qu'aujourd'hui, on considère la psychose provoquée par le cannabis comme une psychose transitoire. Voilà. Ça dure un peu plus, en moyenne, c'est 2 semaines, mais transitoire, et qui est différent de la schizophrénie. Alors, il y a un taux de conversion en schizophrénie qui est élevé, mais nous, on ne se place pas du tout pour essayer d'aller soigner la schizophrénie. Bien sûr. Et je ne pense pas que l'apparition de la schizophrénie a augmenté à cause du cannabis. Ça, pas du tout. Hein. Après, les diagnostics, quand on s'intéresse aux diagnostics d'entrée à l'hôpital, aux urgences, il faut être prudent ensuite sur la finesse des diagnostics, parce que c'est un diagnostic d'entrée, ce n'est pas toujours le diagnostic de sortie, ni de basculement dans un autre service, de psychiatrie, etc. J'ai rien contre les urgentistes, mais ce n'est pas toujours eux qui font les diagnostics les plus fins en psychiatrie. Donc ça demande parfois quelques temps, 2-3 jours, 1 semaine d'observation pour pouvoir faire un diagnostic, donc il faut être prudent aussi sur ces données-là. Une dernière question ? Un commentaire? Oui. Aló. Oui. Me voy a disculpar de que voy a hablar en español. Ah. Ok, Raphaël, tu vas traduire. No problem. I don't speak, but Raphaël will translate for me. Il va traduire. ¿Tú traduces? Oui. Ok, perfecto. Le estamos sacando el trabajo a los traductores, ¿eh? Tú te haces cargo. Me voy a presentar. Mi nombre es Milton Romani, yo soy embajador y he sido secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay. Okay. He escuchado atentamente los datos que usted ha brindado. Yo soy docente de psicopatología, por lo tanto entiendo perfectamente los riesgos. Ah, tienes que traducir, perdón. Sí.
Ouais. Bien. Mañana voy a dar un informe de monitoreo y balance de lo que ocurre en Uruguay a 4 años de la regulación del cannabis. Ouais. Ah ouais, super. Ouais. Difiere en algo alguna de sus afirmaciones. Lo único, mi intervención, lo único que quiere aclarar es lo que usted dijo últimamente. Usted no ha emitido opinión y he sido muy atento en las opiniones y juicios que ha dado sobre las políticas de drogas. Usted no ha hablado de eso. Ok. Ok. D'accord. Pero yo sí voy a dar una opinión. Ok. En este sentido, la regulación de los mercados de todas las drogas es una necesidad política y sanitaria porque hacen daño. No porque son inocuas, inofensivas. Y digo esto porque a veces las mentes rígidas aprovechan, no digo que usted lo haga, aprovechan la situación de ingreso a la sala de urgencias como un argumento para fortalecer el prohibicionismo. No lo ha dicho usted, pero digo que me interesa señalar que las políticas respecto al control de drogas no tienen una equivalencia con los riesgos sanitarios de toda droga. Sí, ho capito. Which language you prefer I speak, English or French? No, francés. Français? Ok. Comme vous avez dit et comme je n'ai pas dit, je ne me suis pas du tout exprimé sous la légalisation, pas légalisation, surtout parce que je ne suis pas dans une position, surtout aujourd'hui, où je peux le faire. Donc malheureusement, je dois garder une certaine réserve, surtout pour ce qui concerne le cannabis. En revanche, pour avoir travaillé dans le domaine de l'addiction pendant très longtemps, avoir même écrit un livre, personne ne l'a lu, mais j'ai quand même écrit, où j'aborde le problème de la légalisation, c'est clair que les effets nocifs, ce n'est pas les critères que notre société utilise pour décider de légaliser ou pas légaliser. Et ça serait vraiment quelque chose d'absolument, comment dire, honteux de prétendre le contraire. Je veux juste rappeler que les deux drogues les plus néfastes, toutes catégories confondues, que c'est la nicotine et l'alcool, c'est les deux drogues légales. Donc, quand moi je parle des effets négatifs du cannabis, je pense que tout pris de façon excessive a des effets négatifs. Et peut-être les pires, c'est le sucre, le glucose. Le glucose pris dans des concentrations élevées, dans le diabète, dans plein de maladies. Donc le sujet, ce n'est pas est-ce que ça fait mal ou ça fait pas mal. Légaliser ou non légaliser, c'est quelque chose qu'on fait sous l'harm reduction et sous un choix politique qui concerne le trafic et qui concerne comment réduire les dommages pour la société. Voilà. On termine là-dessus. On termine là-dessus. Merci beaucoup. Thank you, Meg, for your participation.
Thank you so much. I loved it. Thank you very much. Outside, there are like 300 people doing surfing. Thank you. Bye-bye. Next time. Ciao. Thank you, Mike. Thank you, my friend. Bye.